Quand on était en 2020, on se disait vivement 2021, que toute cette merde soit derrière nous. Comme si un jour de plus et un nouveau calendrier allaient tout régler comme par magie. Sauf qu'on est en janvier 2021 et qu'apparemment c'est toujours plus dangereux de se poser avec un masque dans un cinéma que de s'entasser dans un train à 8h du mat pour aller bosser. Oh shit, here we go again. Heureusement, pour contrer l'ennui de ce 14e confinement en Belgique ou du couvre-feu anti-apéro en France, les plateformes de streaming viennent à la rescousse, avec des films et des séries. Et que les cinémas rouvrent ou pas, du contenu, on va en avoir. Entre Netflix qui a annoncé qu'il allait sortir au moins un film par semaine pendant toute l'année, et la tonne de projets qui va arriver sur Disney+, sale ou pas sale, il y aura de quoi faire. Mais en vrai, putain, vivement qu'on puisse mater un film au cinéma. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Premièrement, cette semaine, on va parler série, ou demi-série, ou demi-saison de série. Ah bref, on va parler de Lupin. Pour vous dire la vérité, quand j'avais entendu parler du truc et que j'avais vu la première photo promo, ça me disait vraiment rien. Sauf que Netflix, c'est des petits malins. Et niveau communication, ils sont pas mauvais. Du coup, depuis quelques jours, Lupin, tout le monde en parle. Une vidéo d'Omar Sy placardant des affiches dans Paris incognito fait le buzz, la bande-annonce est sympa, les premiers avis sont positifs, tout ça fait que je décide quand même de lui donner une chance. Lupin, c'est Hassan Diop, devenu fan d'Arsène Lupin après avoir reçu le bouquin vers 14 ans, de la part de son père. Mais ce père, travaillant pour une riche famille, est vite accusé d'avoir volé un précieux collier, et se retrouve en prison. Des années plus tard, le collier réapparaît, et Hassan va tenter de le voler, mais également de venger son père qui, d'après lui, était innocent, et s'est fait piéger. Très rapidement, je me suis fait des réflexions. Du style, ah ouais, ça ressemble fort à Insaisissable quand même. Tu connais le coup des menottes? Le coup des quoi? Bah maintenant tu connais. Avant de me rappeler que les deux œuvres étaient réalisées par Louis Leterrier. Donc ça s'explique. Je me suis aussi dit que le showrunner avait sûrement beaucoup regardé Sherlock. Parce que plein de gimmicks narratifs, ou même la musique, m'y ont fait penser. Donc je me suis renseigné sur ce fameux George Kay, et apparemment ce serait un ancien rugbyman, mort en 2019 après avoir mangé de la cocaïne. Alors déjà c'est très con, ne faites pas ça chez vous, mais surtout non, c'est pas le bon George Kay. Non, celui qui nous intéresse est un scénariste anglais qui a beaucoup bossé à la BBC. Donc ouais, bien sûr qu'il a vu Sherlock. Mais on s'éloigne du sujet. Lupin au final c'est des ficelles scénaristiques énormes. Des dialogues écrits à la truelle, des plans qui paraissent beaucoup trop simples, et quand je dis plans, je parle des plans pour voler les trucs, pas les plans de cinéma. Ou des personnages un peu débiles et répétitifs, surtout chez les flics. C'est aussi un Omar Sy charismatique comme il faut, mais à qui il faut pas demander de jouer une émotion trop forte, qui change d'identité en mettant un bonnet orange et des lunettes, je veux dire là, on voit quand même très bien que c'est pas Omar Sy. C'est aussi un chien qui s'appelle J'accuse ou encore un drone qui fait les mêmes bruits que les modules dans Star Wars. Bref, c'est plein de trucs très drôles, mais passer ça, j'ai pas passé un mauvais moment du tout. Les deux premiers épisodes sont franchement moyens, reposant trop sur des tours de passe-passe invraisemblables. Non mais vraiment, si tu te poses 2 minutes et que tu y réfléchis, c'est impossible qu'ils se fassent pas choper, dans un monde où les caméras existent. Mais à partir de l'épisode 3, où l'intrigue se dévoile un peu plus et que la série arrête d'être simplement une histoire de braquage, quand les personnages s'étoffent et qu'on rentre plus dans une idée de vengeance, là ça me plaît. Et les petites astuces d'Hassan, bien distillées servant le scénario, sont bienvenues et parfois même kiffantes, comme la toute dernière à la sortie du train, par exemple. Grand bravo aussi aux deux acteurs qui jouent Hassan et Claire jeunes, qui sont super crédibles, et c'est d'autant plus appréciable que pas mal d'acteurs secondaires, en particulier des jeunes, jouent assez mal. Donc Lupin, ça révolutionne rien, ça emprunte beaucoup, mais ça réussit ce que ça tente, c'est-à-dire être un divertissement correct, très dynamique et prenant. J'attends, et je suis le premier étonné, avec impatience la deuxième partie. Pour rester dans les séries, un mot très rapide sur le très attendu WandaVision, dont les 2 premiers épisodes sont sortis sur Disney+. Pour ceux qui savent pas, c'est une série qui revient sur les personnages de Wanda Maximoff et de Vision, apparus dans le MCU à partir du second Avengers. Ils sont ici propulsés dans une série des années 50, mais des indices viennent vite nous faire douter de cette réalité. C'est assez déstabilisant, il fallait oser, le format années 50 est assumé plus longtemps que ce que je pensais, mais les révélations auront intérêt à être à la hauteur. Parce que là, après 2 épisodes, on a presque rien à se mettre sous la dent. À part de l'humour un peu nul et des vilains rires enregistrés. Donc jusqu'ici, ça se laisse regarder sans déplaisir, c'est un format de 30 minutes donc ça passe, ça va vite, et les acteurs semblent s'amuser. Mais il va falloir passer bientôt à la vitesse supérieure. Niveau film récent, j'en ai vu 2. Pieces of a Woman, dispo sur Netflix, et Sound of Metal, sur Prime Video. Le premier, réalisé par le hongrois
Merci Frankie dépeint la vie d'un couple traversant une lourde épreuve et pose plusieurs questions. Est-ce possible de se remettre de la mort d'un enfant en couche déjà, et puis à qui la faute, dans un second temps? Ce dont tout le monde parle bien sûr, c'est ce plan séquence de presque 25 minutes au début du film, lors de l'accouchement. Il est brutal et réaliste. Mais je le trouve pas malsain ou voyeuriste pour autant. Au contraire, je trouve que dans ces derniers instants, il arrive même à faire preuve de pudeur. Vanessa Kirby, que je découvre pour ainsi dire avec ce film, ne l'ayant vue que dans About Time, où elle doit avoir un rôle très mineur, est totalement convaincante. Et au moins une présélection aux Oscars serait amplement méritée. Elle porte le film et réussit à briller dans toutes ses scènes, même quand elle les partage avec le toujours très expressif Shia LaBeouf, ou avec le monstre sacré Ellen Burstyn. Le film réussit à trouver un bel équilibre, ne tombant pas dans le pathos, ne devenant jamais vraiment un film de procès, suivant simplement ce couple, et tout ce qu'il n'arrive plus à se dire. Un très bon film à ne pas mettre devant tous les yeux, doté d'une scène magnifique, non pas le plan séquence, mais la scène finale, lumineuse et pleine d'espoir. Pour Sound of Metal, je le compterai parmi les sorties de 2021, le film étant censé sortir cette année en Belgique. En perso, il était sur Prime Video, donc j'en ai profité. Si vous êtes français, cherchez pas, ça m'étonnerait qu'il y soit déjà. M'en voulez pas, c'est vous qui avez une chronologie des médias toute pétée. Cela dit, celui-là, si j'ai l'occasion, il y a de grandes chances pour que je retourne le voir en salle. Parce que Sound of Metal, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Ruben, Riz Ahmed, que vous avez vu dans Rogue One ou Venom, un batteur qui se rend compte qu'il est en train de petit à petit perdre son audition. Ce qui est quand même plutôt emmerdant, surtout quand on est musicien. Cette catastrophe va réveiller en lui de vieux démons, qu'il devra combattre, avec l'aide de sa copine et d'un autre personnage, lui aussi sourd. J'ai beaucoup aimé, mais vraiment. Le cœur du film, c'est le couple. Le duo qu'il forme avec Olivia Cook. Et si elle vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle jouait Artemis ou Samantha dans Ready Player One. Vous vous souvenez la meuf qui pense être défigurée parce qu'elle a une tache de vin? On sent dès le départ que ce sont deux personnes très fragiles, qui se sont sauvées mutuellement il y a quelques années, et ont été rapprochées par la musique, puisqu'ils forment un groupe, lui à la batterie et elle au chant. Et maintenant qu'il peut plus jouer, qu'ils n'ont plus la musique, que leur reste-t-il? Riz Ahmed est incroyable de justesse, et est sans doute en route pour une nomination aux Oscars, avec sa prestation pleine de force, de rage, de peur et d'amour. J'ai toujours entendu partout qu'il était génial, c'est pas en cabotinant dans Venom qui m'avait convaincu, mais maintenant, c'est fait. Alors pourquoi est-ce que je veux le revoir en salle? Pour le son. C'est un film qui nous plonge dans la tête d'un homme qui devient sourd. Évidemment que le son allait jouer un rôle majeur, et le tout est géré brillamment. À beaucoup de moments, le réalisateur nous met à la place de Ruben. On entend la scène avec lui, ou on ne l'entend pas, selon le moment du film. Et ça fonctionne à fond, c'est super marquant, ça implique aussi qu'une grande partie de l'histoire se fait sans dialogue parlé, et ça apporte ce petit truc en plus, qui achève d'en faire un grand film. C'est aussi le genre de long métrage où la dernière scène fait directement écho à la première. Et ici, c'est d'une puissance folle. Comme disait Lao Tse, la plus grande révélation est le silence. Que ce soit en salle quand elles rouvriront ou sur Prime si vous êtes en Belgique, voyez Sound of Metal, écoutez Sound of Metal. C'est déjà l'un des films de l'année. C'est tout pour cette fois, on se retrouve dans une semaine pour un ciné-pop Disney sur Merlin l'Enchanteur, et j'ai beaucoup de choses à dire. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Lupin, de WandaVision, ou même des deux films dont j'ai parlé. Vous pouvez aussi me conseiller des films récents que j'aurais loupés et qui sont dispo sur Netflix, Prime ou Disney+, dont vous aimeriez que je parle dans les semaines qui viennent. Pour ça déjà, il y a les commentaires ici en dessous, ou alors sur Insta ou même Twitter. Mes MP sont toujours ouverts. À très bientôt. Ciao.